Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Monaco a procédé à la signature de la lettre d'intention d'adhésion à une convention multilatérale de l'OCDE. Un point presse a été organisé à ce sujet au ministère d'État. Une réunion d'information destinée aux riverains du port Hercule s'est tenue récemment à propos du vaste chantier d'aménagement de cette zone. Les membres de l'Académie nationale de médecine française se sont retrouvés à Monaco pour leur réunion annuelle. Et enfin, nous reviendrons sur le concert donné par l'Orchestre Philharmonique dimanche dernier à l'Auditorium Régnier 3. Nous nous dirigeons pour débuter ce journal sur le Rocher, où un point presse a été organisé à la résidence du ministre d'État. Michel Roger est revenu sur les affaires financières internationales. Les explications d'Élodie Messager. Le gouvernement monégasque vient de remettre à l'OCDE une lettre d'intention d'adhésion à la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Une initiative qui illustre la volonté de la principauté de s'engager encore un peu plus en faveur de la transparence fiscale et d'adhérer aux standards internationaux les plus exigeants à travers un champ de coopération plus large entre les États. Aujourd'hui, nous avons un réseau assez large de conventions bilatérales avec une trentaine de pays, mais ce nouveau cadre doit nous permettre d'envisager avec davantage de certitude l'évolution des standards d'échange d'informations qui aujourd'hui sont les standards d'information sur demande et qui pourront évoluer, et c'est une des dispositions qui est prévue par cette convention, vers l'échange automatique d'informations. Nous avons depuis quelques années déjà un nombre record de nouveaux résidents qui choisissent la principauté de Monaco pour y vivre, pour y installer leur famille, pour y développer leur activité économique. Et ces entrepreneurs, ces résidents ont besoin de certitude. Ils ont besoin de transparence, ils ont besoin de cadre. Et ce que nous faisons aujourd'hui avec cet engagement à signer la convention multilatérale doit permettre aux uns et aux autres de savoir comment mieux se positionner dans cet environnement international. Les principales places financières qui sont actives comme Monaco, notamment dans le domaine de la banque privée, des fonds d'investissement, sont également signataires ou se sont également engagés à signer cette convention multilatérale. Donc un des souhaits que nous avions manifesté, qui était d'avoir des règles du jeu, oui, les plus communes possibles. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il est réalisé. Préserver le développement économique dans le respect des règles internationales, c'est bien l'objectif de la principauté qui participera au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales à Jakarta les 21 et 22 novembre prochains. La signature effective de la Convention devrait intervenir au premier semestre 2014. La Suisse est le dernier pays en date à avoir adhéré à la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui compte au total 58 pays signataires. Sans transition, une réunion d'information vient d'être organisée. Cette réunion s'adresse aux riverains du port Hercule. Un vaste chantier d'aménagement de cette zone vient en effet de débuter. Patricia Navarro. À l'horizon 2019, le port Hercule présentera un nouveau visage. D'importants travaux vont être menés sur toute la Darse Nord en prolongement des opérations réalisées par le passé entre la Rascasse et le stade nautique. Ces changements permettront notamment la création de nouvelles infrastructures avec l'agrandissement de l'esplanade du quai Albert Ier. Ça va permettre donc, sous la sous-face élargie, une fois tout le monde évacué et les professionnels relogés, qui va permettre d'implanter le nouveau site du musée de l'automobile, pour permettre le développement du projet d'extension du centre commercial. Et en dessous, la restitution d'un parking et même plus de la capacité de parking qui était à peu près d'une centaine de places. Et donc là, on va la porter à 300. Donc 3 niveaux de parking sous le musée de l'automobile. Et en parallèle, et ça ce sont les premiers travaux qui démarrent, que l'on voit derrière nous, c'est le linéaire du bord de quai, ce qu'on appelle techniquement ces caissons jarlants en béton qui crée un mur en béton qui est en contrebas de laquelle se situe la route de la piscine. Ce mur-là, il va disparaître. Il est
était en très mauvais état. Donc on va le remettre en état et profiter de l'occasion pour le mettre à niveau et créer un espace plus attractif. Plusieurs phases ponctueront ce grand chantier. Les opérations seront d'autant plus complexes qu'il va falloir creuser 15 mètres sous le niveau de la mer en utilisant les mêmes techniques que celles qui ont été mises en œuvre lors de la création du Grimaldi Forum. Début 2014, nous commencerons des phases de travaux préparatoires à l'arrière de la piscine du Stade Régnier 3. Et ensuite, à partir de fin 2014, vraiment commenceront le gros chantier avec la démolition et la création d'une dalle de couverture. Cette dalle de couverture sera opérationnelle pour 2017. Et ensuite, au niveau de la suite des travaux, on va creuser en dessous de cette dalle sur environ 15 mètres de profondeur pour y mettre le musée et 3 niveaux de parking. Et si les travaux viennent de débuter, la livraison du musée et du parking est prévue pour décembre 2019. Cela n'aura pas d'incidence sur les principales manifestations traditionnellement organisées sur la Darse Nord. Des aménagements ou déplacements sont envisagés pendant toute la durée du chantier. Les membres de l'Académie nationale de médecine française se sont retrouvés à Monaco pour leur réunion annuelle. À l'occasion de cet événement, une série de conférences était organisée à l'amphithéâtre Luc Lapace, avec comme thème principal mer, environnement, santé. Élodie Messager. Ils sont chirurgiens, scientifiques, biologistes. Les grands pontes de la médecine étaient rassemblés à Monaco pour la réunion annuelle de l'Académie nationale de médecine française. C'est la première année que cette séance est délocalisée en principauté, une forme de reconnaissance des spécificités de la médecine monégasque, l'occasion également de mettre en avant les dernières techniques innovantes pratiquées au CHPG. La médecine monégasque, elle est d'un haut niveau parce qu'elle concentre dans un hôpital qui est relativement petit à l'échelle nationale française ou mondiale, la présence d'instruments de très très haut niveau qu'habituellement des hôpitaux de cette taille-là n'ont pas. Je pense au PET scan, au scanner, au laboratoire d'électrophysiologie et la scintigraphie, enfin des équipements très innovants pour lesquels il faut un haut degré d'expertise pour pouvoir les utiliser à bon escient. Et c'est présent au CHPG. Ça, c'est vraiment une spécificité monégasque. On va présenter ce qui se fait de mieux ou d'original à Monaco. Dr Brunner parlera des techniques d'infiltration. Dr Taillant parlera de la lutte contre le sida. Dr Pêche de l'Alzheimer. Vous savez que comme c'est très bien organisé à Monaco. Moi, je parlerai de la vie associative à Monaco et ses retentissements, ses répercussions en médecine. Par la jonction aussi avec l'humanitaire, le fait d'exporter les techniques monégasques dans des pays d'Afrique, et c'est ce qu'on fait régulièrement. Héritière de l'Académie royale de chirurgie et de la Société royale de médecine, l'Académie nationale de médecine a été fondée en 1902. Son indépendance et la pertinence de ses rapports lui confèrent un rôle important dans le domaine de la santé. Lors de l'inauguration de l'événement, le prince Albert II s'est vu remettre la médaille de l'Académie nationale de médecine française, car les liens qui unissent l'institution et Monaco sont anciens. Il y a une autre raison qui nous amène ici, c'est l'intérêt que le prince porte à l'environnement. Vous savez que l'Académie de médecine est préoccupée par toutes les questions qui concernent la santé de l'homme. Et nous savons ici, nous connaissons la fondation très active à travers Monaco et à travers le monde de Monseigneur le Prince et son intérêt pour l'environnement. Et je signalerai lors de cette réunion qu'un des éléments essentiels de l'environnement, à savoir l'allergie, a été découverte ici sur le yacht Princesse Alice du Prince de Monaco. Des conférences grand public sur le thème mer, environnement et santé ont donné le coup d'envoi de ces 2 journées de conférences. Parmi les nombreux intervenants, Pierre Frolat, Alain Ducasse, Robert Calcagno, le professeur Aubier ou encore le professeur Allemand. Ils se sont exprimés sur la création de l'océanographie, la biodiversité au secours de l'homme ou encore la cuisine de la mer et la protection des espèces. Les membres de l'Académie nationale de médecine ont également été reçus à la résidence du ministre d'État Michel Roger.
Musique, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert dimanche dernier à l'Auditorium Régnier 3, un concert sous la direction de Lionel Bringuier, avec au piano Nicolas Angélique. Reportage de José Sacré. Ce jeune homme de 27 ans est un artiste exceptionnel. À l'âge de 14 ans, il a dirigé l'Orchestre symphonique des Victoires de la musique en direct à la télévision. À 19 ans, il a remporté tous les prix du concours international de chef d'orchestre de Besançon. Il a collaboré durant 6 ans avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Il s'appelle Lionel Bringuier, il est niçois et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, comme le public de l'Auditorium Régnier 3, l'ont retrouvé avec infiniment de plaisir dans un programme Ravel et Berlioz. Je me sens un petit peu monégasque dans un sens. J'y ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme à l'Académie de musique en violoncelle. J'ai vu l'orchestre peut-être des centaines de fois entre les répétitions et les concerts en tant qu'auditeur et maintenant quelquefois en tant que chef d'orchestre. Et je suis très très heureux à chaque fois de retrouver l'orchestre et le public monégasque. Composé par Maurice Ravel à la demande d'un pianiste autrichien amputé d'un bras lors de la Première Guerre mondiale, le concerto pour la main gauche est une œuvre militante qui a fait du handicap un défi. Un concerto alarmant, pessimiste, une sorte de danse macabre contemporaine, interprétée ici en soliste par le grand pianiste Nicolas Angélique. C'est un génie. C'est un génie, un artiste très profond. J'adore tout ce qu'il fait, toutes ses interprétations. Récemment, il a joué les variations Goldberg au Théâtre des Champs-Élysées. J'y étais, c'était absolument sublime. J'ai joué avec lui ce concerto pour la main gauche avec le Philharmonique de Rotterdam. Et je suis extrêmement heureux de le retrouver ici. En deuxième partie du concert, sous la baguette dynamique et précise de Lionel Bringuier, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se sont lancés dans l'exploration des nouveaux territoires sonores expressifs proposés en 1830 par Berlioz dans sa symphonie fantastique. Ce qui est fascinant, c'est que Berlioz était tout jeune quand il a écrit cette œuvre, il avait 26 ans. Il y a une inspiration au final, surtout dans le premier mouvement, assez classique. On sent toujours il adorait les symphonies de Beethoven, mais on le sent un petit peu dans ce premier mouvement. Et puis on a l'impression au fil des mouvements que ça devient de plus en plus berliozien, avec tous les effets que cela inclut. On entend des accords entiers écrits pour les contrebasses, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, des sonorités qu'on n'avait jamais entendues avant, et qui même maintenant paraissent encore modernes, je trouve. Il y a beaucoup d'effets qui font que le public reste toujours un petit peu subjugué par toutes ces choses nouvelles, même au XXIe siècle. À la fin du concert, une ovation a salué l'interprétation de cette symphonie fantastique de Berlioz par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Lionel Bringuier, un chef réclamé par les plus grands orchestres et qu'un nouveau challenge attend, la direction artistique et musicale du prestigieux orchestre de la Tonale de Zurich dès 2014. Des idées sorties pour finir avec la programmation du mois de novembre au Théâtre des Muses, au boulevard du Jardin Exotique.
Rappelle-toi Barbara, ce vendredi et samedi, un hommage à la chanteuse, un concert où s'entremêlent les mots de Prévert et les chansons de Barbara. La semaine suivante, les 14, 15 et 16 novembre, le comédien Philippe Cobert rend hommage à la cité phocéenne et par la même occasion à un écrivain méconnu, André Suarez, avec la pièce Marsillo. Et enfin, les 28 et 29 novembre, La Touche Étoile, un spectacle comique qui a été joué plus de 600 fois à Paris. Les 3 comédiens pointent du doigt l'absurdité de nos vies modernes et de nos outils de communication. Voilà pour cette programmation du mois de novembre au Théâtre des Muses. La météo à présent. À commencer par mercredi, une belle journée, un ciel bleu et pas de nuages. Les températures sont douces, de 15 à 20 degrés. Jeudi, le temps restera sec, calme et ensoleillé. Il fera de 16 à 21 degrés. Vendredi, moins de soleil que la veille, sans détérioration du temps, de 16 à 21 degrés. Et enfin samedi, les nuages seront de plus en plus nombreux et les éclaircies assez rares. Prévoyez un risque de pluie en fin de journée. Les températures restent acceptables, de 16 à 19 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine ciné préparé par José Sacré. À très bientôt. Au revoir.